Benoît nous prend la première question. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Marion. J'aurais une question plutôt pour Alexandra Louis. Je suis désolée, je reviens un peu sur les sujets qui fâchent. Moi, je vous assure qu'il y a plus d'1% des femmes victimes qui passent la porte des commissariats. Sur ce pourcentage de plaintes qui sont déposées, combien ont une suite? Comment vous expliquez ça? Et je pense qu'en répondant à cette question, vous comprendrez mieux pourquoi aussi peu de femmes font la démarche, aussi peu de femmes se luttent. C'est déjà une lutte de porter plainte. Et ça, c'est pas normal. On est d'accord qu'au moment de porter plainte, en fait, c'est déjà trop tard, que la prévention, l'éducation sont largement prioritaires, devraient l'être, le sont pas aujourd'hui. Et moi, je trouve ça intolérable qu'en tant que femme, on s'approche des forces de l'ordre, des représentants de la police, de la gendarmerie, des contrôleurs dans le métro, on se fait rire au nez, on ne se fait pas prendre au sérieux, on nous dit de revenir demain. Ça, c'est une réalité que moi j'ai subie, qu'on a subie, qu'on a pu voir sur Paye ta police. Donc je suis d'accord qu'il ne faut pas stigmatiser la police, mais à un moment, il y a une réalité des faits. Alors, Alexandra Louis, peut-être vous avez abordé le sujet, mais est-ce que ce mécontentement, vous l'entendez aussi? Alors, je suis avocate depuis plusieurs années, des victimes, j'en ai accompagné dans les commissariats, je sais la difficulté que c'est, et je sais que des fois, c'est très dissuasif. J'ai rencontré, moi, des victimes qui avaient passé la porte du commissariat, revenir dans mon bureau et me dire « je n'y retournerai jamais ». Je l'ai entendu, je l'ai vécu, je sais évidemment que c'est vrai. D'abord, la première chose, c'est de faire attention aux généralisations, et effectivement, même si je ne minimise pas cette problématique, parce qu'il y a aujourd'hui, et notamment dans certains commissariats, des personnes particulièrement expérimentées qui sont formées avec des psychologues. On a des initiatives qui ont été menées à titre expérimental que j'espère qu'on pourra déployer, c'est-à-dire de faire un encadrement des victimes adapté de l'entrée jusqu'à la sortie du commissariat. Alors déjà, il y a un premier effort qui a été fait de manière générale, c'est une trame. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est un bon début, parce qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas. Par exemple, les premières questions qu'on va poser à une victime, ce sont les plus importantes. Moi, j'ai vu des victimes me dire, la première question qu'on leur pose, et être à côté, de dire, vous étiez habillée comment, mademoiselle? Et vous étiez quelle heure, mademoiselle? Ces questions-là, elles sont terribles pour une victime qui vient raconter quelque chose qui relève de son intimité et d'être confrontée à un policier. Le policier, il ne le dit pas forcément par... On parlait, si vous voulez, de ce qu'on intègre un petit peu dans l'inconscient collectif, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le policier, quand il pose cette question, pour certains, ça ne leur est pas forcément passé par la tête que ça posait un problème. Et elle est là, la difficulté. Donc oui, le premier enjeu pour moi, c'est la formation des policiers, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent ces victimes-là doivent être spécifiquement formés. Il y a une initiative également qui a été prise dans le cadre de la police sécurité du quotidien, c'est la plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles. Je trouve cette initiative intéressante, j'espère qu'on pourra en tout cas l'expérimenter, voir quels résultats elle donne, c'est-à-dire que très souvent, une victime ne passera pas du tout la porte du commissariat. Elle n'ira pas, parce qu'elle a honte, parce que c'est compliqué. Je pense que parfois, derrière un écran d'ordinateur, pour certaines, pas par toutes, c'est peut-être plus facile que d'envoyer un message par Internet sur cette plateforme. La personne qui va recevoir le message derrière cette plateforme devra téléphoner à cette personne et lui fixer un rendez-vous. Parce qu'il y a aussi une chose qui est compliquée, c'est que la personne qui attend dans la salle d'attente, vous n'êtes pas sûr qu'elle attendra 1 heure. Parce que c'est très compliqué de venir, alors souvent on vient accompagner ou pas, ça dépend des personnes, mais ce stade-là, cette séquence-là, déjà passer la porte du commissariat, c'est quelque chose. Mais en tout cas, une fois qu'on y est, c'est toujours compliqué d'y rester. Et moi, j'en ai vu beaucoup qui finalement partent avant, parce que c'est extrêmement complexe. Il y a également une chose qui est importante, c'est de permettre parfois aux victimes d'être entendues par une personne du même sexe. Je pense qu'effectivement, il y a un effort à faire de ce côté-là, parce que dans certains commissariats petits, c'est pas toujours possible. Je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts de ce côté. Quoi qu'il en soit, dans l'accueil des victimes, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il y a à certains endroits des expériences qui marchent. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse les déployer ailleurs. Il y a des rapports qui ont été décidés qui permettront justement de les évaluer de manière précise et de pouvoir les déployer sur le territoire. Parce que cet enjeu-là, le dépôt de plainte, évidemment, c'est fondamental. Sans ça, on n'y arrivera pas. Et vous parliez un peu de, finalement, les agents qui vont rire. Mais en fait, si vous voulez, dans la société, la plupart des gens banalisent ces violences
violences-là. C'est ça qui est la police finalement n'est qu'un extrait de la société. C'est pour ça qu'il faut leur donner plus de formation, il faut plus les sensibiliser au sujet. Et quand on le fait, honnêtement, ça marche. Et j'ai rencontré moi quelques policiers très engagés sur ces questions-là et qui j'espère un jour vous aurez l'occasion en tout cas de leur faire partager leur expérience. Mais c'est très riche d'enseignement parce qu'ils ont appris aussi de leur, notamment la brigade des mineurs à Paris que j'avais rencontré, qui ont des processus pour entendre les victimes avec un psychologue. Ils travaillent avec un psychologue, ils travaillent avec une assistante sociale. Il y a une prise en charge. Et je vais vous dire, vous parlez du dépôt de plainte, mais il y a pas que la plainte parce qu'il y a toute la phase après, c'est-à-dire qu'une enquête, l'ouverture d'une information quand c'est des sujets graves. Il faut un accompagnement. Là, il y a les associations d'aide aux victimes qui font un travail formidable, mais il faut que les policiers aussi, que les magistrats, que les avocats, que toute la chaîne se mette en mouvement pour accompagner ces victimes sur le long terme. Parce qu'une victime, elle n'est pas victime à un instant T, elle l'est encore longtemps et les procès et les procédures sont trop longues, extrêmement longues. Donc là, il faut un accompagnement, en tout cas renforcé, et une justice aussi plus rapide. Je peux donner le chiffre, parce que je ne sais pas par cœur, le chiffre concernant les viols. Il y a plus de 80 000 femmes violées chaque année en France. Parmi elles, 1 sur 10 porte plainte et une seule plainte sur 10 aboutira à une condamnation. C'est les chiffres de notre rapport. Merci pour cette précision qui est importante en effet. Samia Chabani, je suis directrice de l'association Ancrage. Et je voudrais revenir en fait sur cette question précisément de l'égalité femmes-hommes, notamment dans un tissu urbain qui est celui des quartiers nord, des quartiers populaires, où l'accès aux droits et où les transports, où les délaissés urbains sont beaucoup plus problématiques, et où même le passage finalement de victime à plaignante est très très difficile à construire, puisque précisément l'accès aux services publics est très inégal. Donc, bien sûr, cette question-là, elle est très importante et elle est posée par les femmes des quartiers populaires. Elle est posée dans une revendication d'un meilleur accès aux services publics, mais elle est posée aussi du point de vue patrimonial, c'est-à-dire ces femmes se sont mobilisées, elles continuent de se mobiliser comme on le voit grâce à certains documentaires, à certaines interpellations et mobilisations collectives. Et la revendication, c'est précisément d'abord la défense des services publics qui sont vraiment insuffisants dans ces quartiers-là. Vous êtes élus dans ces quartiers, je dis vous, puisque vous étiez 2 au moins concernés. Et je pense qu'alerter sur cette situation des femmes dans les quartiers populaires, c'est vraiment une question fondamentale. Je remercie Anaïs d'être revenue sur la question du contrôle aux faciès, parce que je pense que c'est vraiment une problématique qui traverse l'histoire des femmes, et notamment l'histoire des femmes migrantes depuis très longtemps, puisque nous aussi, on a intériorisé en tant que militante, d'une certaine manière, on a priorisé la lutte contre le racisme, même si on était très concernés et très impliqués dans les luttes féministes, précisément parce que ces luttes apparaissaient pas toujours prioritaires de la même façon. Et malheureusement, c'est une situation qui est en train de revenir du fait des violences policières, du fait de l'inégal accès aux droits et aux services publics. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. Et enfin, pour ne pas être trop longue, ce que je voulais dire, c'est que vous avez évoqué la fin de l'Observatoire départemental droits des femmes. Il y a aussi quand même une baisse des actions éducatives, des actions de prévention concernant l'égalité filles-garçons. Il y a une baisse des actions éducatives de lutte contre le racisme, de lutte contre les discriminations. Et ça, je pense que c'est intolérable au regard du contexte actuel qui est le nôtre. Et je pense que c'est très important qu'on reste très unis. Vous avez évoqué la question de la solidarité, de la sororité. Moi, c'est un mot que j'essaie d'apprendre à ma fille tous les jours. Parce que malheureusement, la télévision ne va pas dans ce sens. Et que ce qu'on constate aussi, et c'est très préoccupant, c'est que certaines filles ont intériorisé cette mise en concurrence systématique des filles entre elles, y compris sur des questions de harcèlement. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, très important d'insister. La situation des femmes dans les quartiers populaires est encore plus grave que celle des centres-villes. Merci. Alors, justement, c'est une question qu'on a
C'est une question qu'on a interrogée dans Mars Actu ce matin. Je vous encourage à lire le reportage si vous le souhaitez. On est allé à la Belle de Mai, on est allé à Consola pour parler de ces questions-là. Et c'est clair que sans que le problème soit plus fort ici qu'ailleurs ou qu'ailleurs, il y a des problématiques particulières. Et il y a aussi cette question-là d'une société, une ville qui est bien pour les femmes. C'est une ville qui va bien, en fait, une ville avec des bonnes infrastructures. Qui souhaite répondre à Alexandra Louis? Geneviève? Je voudrais juste dire un mot parce que franchement c'est le cri du cœur là. Dire tout ce que je pense de bien des associations parce qu'elles font un boulot formidable dans cette ville auprès des femmes qui sont en grande difficulté. Elles font un boulot formidable avec des subventions qui sont tout le temps en train de baisser, avec des salariés qui s'usent dans ces métiers. Il faut avoir travaillé dans ces métiers-là pour savoir comme c'est usant pour vous-même. Il faut vivre à côté aussi. On ne peut pas rester 25 ans dans une association à travailler auprès des femmes victimes de violences. Donc moi, je voudrais dire que s'il n'y avait pas ces associations-là, y compris dans les quartiers dont nous sommes, il y a plein de choses qui ne tiendraient plus. Moi, je voudrais juste, parce que du coup, on n'a pas pu l'évoquer, et c'est vraiment quelque chose que je regrette quand on traite du harcèlement dans l'espace public, c'est justement qu'on sépare complètement le sexisme de tout le reste, en fait. Alors que ça marche complètement ensemble, la lutte contre le sexisme est complètement intrinsèquement liée à la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, etc. Toutes ces problématiques, absolument toutes, sont représentées. Moi, dans les témoignages que je reçois, j'ai des témoignages de femmes qui sont harcelées parce qu'elles sont femmes et lesbiennes, parce qu'elles sont femmes et noires, parce qu'elles sont femmes et musulmanes, ou en tout cas supposées musulmanes, parce qu'elles sont femmes et asiatiques, parce qu'elles sont femmes et grosses, trans, etc. Et toutes ces problématiques-là ne sont jamais prises en compte quand on traite du sujet du harcèlement dans l'espace public. On est systématiquement sur un traitement uniquement sur la base du sexisme. Et ce qui fait qu'au fait, au final, la diversité de nos vécus n'est absolument pas traitée et que du coup, tout le monde ne peut pas se retrouver dans les propositions qui sont faites, puisque finalement, on se polarise sur un sujet, alors que le harcèlement dans l'espace public est hyper divers et nos expériences sont hyper diverses. Alexandra Louis, peut-être sur les moyens alloués. Alors, 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, effectivement, c'est la lutte contre les discriminations. Le sexisme en est une forme, il en existe de multiples autres, parfois certaines qui sont finalement méconnues. Donc il est important d'avoir aussi des politiques en la matière. Il y a une mission qui a été confiée par le Premier ministre à certains parlementaires justement pour travailler sur la lutte contre les discriminations, notamment l'antisémitisme, le racisme, mais d'autres formes de discrimination, notamment sur la sphère numérique, parce qu'on en a peu parlé, mais ça fait aussi d'une certaine manière, et même j'en suis convaincue, partie de l'espace public, c'est-à-dire que sur Internet, on peut tout voir et tout entendre, et les discriminations prennent des proportions qui sont sans précédent et qui se multiplient à une vitesse grand V, je dirais. Donc il y a un travail effectivement à faire là-dessus, une vigilance de chaque instant. Il y a des mesures qui ont été annoncées, notamment par le gouvernement, sur ce sujet-là, pour notamment mieux sanctionner, mais aussi pour faire plus de prévention, impliquer aussi les entreprises, les acteurs associatifs, tout le monde. C'est-à-dire qu'encore une fois, ces sujets-là, c'est pas l'affaire de quelques politiques, de quelques associations, même si elles font un travail formidable, et sans elles, moi je le rejoins parce que j'en rencontre tous les jours, sans elles, honnêtement, Marseille aurait craqué depuis longtemps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout le monde, c'est une responsabilité collective. Il y a encore là, la loi doit, la politique doit aussi, mais c'est une responsabilité collective. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, que vous avez évoqué, c'est l'accès aux droits. Et moi, je vous rejoins totalement, parce qu'aujourd'hui, nous avons d'ailleurs dans cette ville un problème d'accès aux droits, c'est que nous avons trop de personnes qui ne vont pas faire valoir leurs droits. C'est-à-dire qu'elles ont des droits, de un, elles ne les connaissent pas, et de deux, ce qui est 2 choses différentes, elles ne les font pas valoir. Et ça, c'est un enjeu démocratique. Ça, il n'y a pas de démocratie sans accès aux droits. Donc il y a, notamment à Marseille, la problématique de la création d'une maison de la justice, parce qu'on est quand même la seule ville en France, grande ville, où on n'a pas de la maison de la justice et du droit. Maison de la justice et du droit, c'est quoi? C'est un accueil, notamment pour tous les justiciables, pour leur permettre justement de faire valoir leurs droits. Au-delà de ça, il est important de pouvoir multiplier ces points d'accès aux droits pour permettre à chacun de pouvoir utilement s'informer, pouvoir prendre un avocat ou pas, en tout cas savoir quels sont ses droits et pouvoir rester en justice si besoin est. Le retour, l'accès aux droits dans les nombreux, en tout cas sur ma circonscription, c'est une problématique mais quotidienne, que ça soit sur la problématique du sexisme, des discriminations ou d'autres sujets. C'est dans tous les sujets de la vie. L'accès aux droits, c'est vraiment un enjeu fondamental et on doit là également être tous concernés. En tout cas,
Je pense qu'il faut se mobiliser pour multiplier justement toutes les initiatives qui sont faites pour l'information et pour l'accès au droit. Donc on a encore 2 questions, il me semble. Merci beaucoup. Bonjour, Pauline Delage, je suis sociologue et en fait je vais me présenter parce que ça va largement structurer ce que je vais dire. Je fais partie des sociologues spécialisés sur la question des violences fondées sur le genre qui avaient rédigé une tribune contre la pénalisation du harcèlement de rue. Il y avait aussi, par exemple, Maryse Jaspar qui avait mis en place la première enquête sur les violences envers les femmes en France. Et donc, premier élément, alors la question du harcèlement dans l'espace public n'est pas apparue avec ce gouvernement, dans la mesure notamment où dans l'enquête en VEF, donc, qui a été publiée en 2000, il était déjà question du harcèlement dans l'espace public, c'est-à-dire à la fois dans la rue et au travail. Donc tout ça pour rappeler quand même que la question était déjà prise en compte auparavant, notamment par des chercheuses, et puis aussi par des associations et des militantes féministes, puisque depuis les années 70, on a des actions de rue, de réappropriation de l'espace public, des stages d'autodéfense, comme il en existe au planning familial de Marseille, par exemple. Bref, tout ça pour rappeler que la question n'est pas nouvelle, en fait, et a déjà été prise en charge par ailleurs, et n'a pas attendu que les pouvoirs publics et ce gouvernement la fassent apparaître. La deuxième chose, c'est que je vais revenir un peu rapidement, évidemment, sur les arguments de cette tribune, sur laquelle, je suis désolée madame, mais vous n'êtes pas du tout rassurante. Et l'un des arguments forts, c'était l'idée selon laquelle, déjà en parlant de harcèlement de rue plutôt que du harcèlement dans l'espace public, on risquait de créer une catégorie spécifique qui allait d'une certaine façon renforcer la stigmatisation déjà existante des classes populaires. Je rappelle aussi que en dissociant le harcèlement dans la rue et au travail, vous faites aussi partie d'une majorité qui, par ailleurs, détricote l'une des premières protections des femmes au travail, et notamment face au harcèlement, à savoir le Code du travail, qui détricote aussi certaines des associations qui prennent en charge le harcèlement sexuel au travail, à savoir la VFT. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'agissant spécifiquement donc, de la perspective répressive, on s'interrogeait de voir donc, la répression mise en avant, alors même qu'effectivement, le versant préventif pourrait tout à fait être développé, et notamment le versant préventif qui est déjà mis en œuvre par des associations, et je vais juste répéter ce que vous avez dit très bien, madame, mais un versant préventif qui est donc déjà mis en œuvre par des associations, et qui, par ailleurs, sont exsangues, c'est-à-dire que c'est des associations qui doivent faire face à une demande croissante, quotidienne, qui est très difficile à gérer, et pourtant, les financements publics ne suivent pas, voire diminuent année par année. Donc, je me perds un peu dans mon argumentaire parce que j'essaye de parler très très vite. Et la dernière chose, donc, c'est sur la stigmatisation des classes populaires. Je rappelle encore une fois que je suis pas du tout convaincue par ce que vous dites. C'est-à-dire que vous parlez de formation des policiers, mais qu'est-ce que vous allez leur dire aux policiers ? On n'est pas dans un contexte où on assiste justement à une prise de conscience de la société civile en général et des policiers en particulier, des effets des discriminations sur les jeunes, sur les classes populaires et dans les quartiers notamment. Parce que votre loi, elle s'inscrit en fait dans une logique qu'on étudie depuis déjà longtemps, depuis les années 2010, s'agissant des violences de genre, c'est-à-dire une logique de territorialisation du sexisme. C'est une loi qui va entériner l'idée selon laquelle le sexisme est propre à certains quartiers et propre à certains groupes sociaux. Et là, votre silence s'agissant des formations et s'agissant des moyens qui vont être mis en œuvre pour cette loi, pour lutter contre le harcèlement, manifeste tout à fait justement le fait que c'est uniquement un versant répressif et qui continuera à stigmatiser les classes populaires. Merci. Alors, s'il vous plaît, une réponse un peu plus concise. Il y a beaucoup de choses dans vos propos, donc je vais essayer d'être synthétique tout de même. Un point tout d'abord, pour être très clair pour vous tous, dans la loi, on ne parle pas de harcèlement de rue, on parle d'outrage sexiste, c'est-à-dire que ça peut s'inscrire dans l'espace public, ça peut s'inscrire également au travail. Vous parlez du harcèlement au travail, vous parlez de détricoter ce qu'il y avait. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ce sont deux infractions qui sont totalement différentes. Et dans la rédaction de ces articles, on a fait en sorte de viser des choses qui sont différentes. C'est-à-dire que ce qui relève du harcèlement
continuera, c'est-à-dire des actes répétés. On a une différence fondamentale entre l'outrage sexiste et le harcèlement, c'est que le harcèlement, il faut par nature qu'il y ait des actes répétés d'une personne ou de plusieurs à l'encontre d'une autre. C'est la spécificité du harcèlement. Mais je reviendrai après sur le harcèlement au travail. L'outrage sexiste, c'est pas ça. C'est un acte isolé, un acte d'une moindre gravité, donc qui nécessite une sanction moins importante. C'est le premier degré des violences sexistes. Le harcèlement est le second degré, donc c'est un délit, c'est une différence importante. Donc il n'y a pas de détricotage, puisque de toute manière, je pense que justement l'outrage sexiste aura plus vocation de toute manière à s'appliquer dans l'espace public, parce qu'il sera beaucoup plus difficile à constater dans le monde du travail. La difficulté du harcèlement et pourquoi on arrive mal à le sanctionner dans le monde du travail, je vais vous dire, c'est un problème probatoire, c'est un problème de preuve. Moi, j'ai suivi beaucoup de dossiers en matière de harcèlement. Les règles, elles existent, les règles, elles sont très claires. Le problème, c'est pas l'interprétation de la règle de droit, ça ne pose aucun problème à aucun juriste. Le problème, c'est de prouver dans le monde de l'entreprise, parce que c'est compliqué, et même si on a en tout cas un mode de preuve qui est aménagé, c'est toujours très compliqué. Eh bien, pour trouver des témoins dans une entreprise, c'est compliqué. Pour trouver des témoignages, pour avoir des preuves, c'est le parcours du combattant, ce qui fait qu'en 2016, on a eu très peu de plaintes qui ont abouti en la matière. Je crois qu'il y a d'autres leviers d'action, mais moi je crois justement que l'outrage sexiste permet de sanctionner cette zone grise qu'on ne sanctionnait pas. Ensuite, vous parlez, j'aurais certainement oublié quelques éléments de votre, vous m'en voudrez pas pour ça, vous parlez ensuite de la territorialisation, mais il n'y a rien de ça dans la loi. Dans la loi, elle s'applique partout et pour tout le monde, partout sur le territoire. C'est le principe de l'égalité devant la loi. La loi ne comporte aucune indication de territoire, soyons très très clairs. De quoi parle-t-on ? On parle à un moment donné, des personnes se sont dit on pourrait aller d'autres endroits ou d'autres, de certains endroits ou d'autres. C'est pas la question. Moi, je crois que l'outrage sexiste, les violences sexistes et sexuelles, et ça, je crois que tout le monde sera d'accord, il n'y a pas de lieu en particulier. Ça concerne tout le monde dans le monde du travail, dans les classes très aisées, les quartiers populaires, les quartiers très chics. Il y a aucune différence. Moi, les violences sexistes, je les ai vues partout et sans distinction. Après, dans la pratique, il y a des endroits, peut-être notamment des sorties de métro, vous avez plus de passages. Évidemment que les policiers sont, j'espère, plus enclins à aller sur ces endroits-là. Mais ça, c'est une question de pragmatisme. Vous parlez encore de la formation des policiers. Oui, la formation est en train de se mettre en œuvre. Il y a d'autres formations, notamment qui ne sont pas uniquement liées aux violences sexistes et sexuelles, mais qui sont importantes. Ces formations, elles se construisent. Oui, mais est-ce que la formation est importante ? On parlait de formation pour les élus. Comme toute profession, on a besoin de se former tout au long. On a besoin, les policiers, tout au long de leur carrière, les choses évoluent, les choses avancent. Il y a une époque, on parlait très peu, oui, on parlait peut-être de harcèlement de rue à l'époque, mais les politiques publiques ne s'y intéressaient pas vraiment, il faut dire ce qui est. C'est quand même une prise en compte récente par les politiques publiques de la question du harcèlement de rue. Moi, depuis, et pour avoir travaillé sur le sujet en 2006, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas une politique publique qui était axée là-dessus. Il n'y en avait pas. Donc je crois que vraiment, là encore, il faut faire preuve de raison et de se dire c'est un texte qui pour moi est ambitieux, c'est un texte qui est réaliste, c'est un texte qu'il faudrait évaluer, c'est-à-dire qu'il faudra en rediscuter et il faut prendre le pari d'en rediscuter et de voir comment on peut l'améliorer ou pas. S'il y a des dérives, peut-être, à ce moment-là, il faudra réagir en ce sens, mais je crois qu'on a besoin de cette loi. On a besoin de sanctionner cette zone grise. Et je peux vous dire que j'ai parcouru plusieurs sorties de métro sur ma circonscription. Elle fait l'unanimité, cette mesure. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des hommes, c'est des femmes, parce que il y a également des hommes qui se sentent concernés par le sujet, qui m'ont dit oui, il faut le sanctionner. Ah bon, ce n'est pas illégal, mais ça devrait l'être. Moi, j'ai eu en tout cas une unanimité sur le principe de cette interdiction, parce qu'elle est attendue par beaucoup de Français. On prend la dernière question. Bonsoir, je m'appelle Éline. Je voulais poser une question aux messieurs, qui sont pas très nombreux dans la salle, mais déjà je les remercie d'être venus. J'ai été élevée qu'avec des garçons, un frère et des cousins. Et très tôt, j'ai eu des situations où je me retrouvais à table avec toute la famille. Mes tantes se lèvent, ma mère se lève, ma grand-mère se lève, et ils me disent tu viens nous aider à faire la vaisselle ? D'accord. Et les garçons, ils font quoi ? Ils restent assis. Et donc en grandissant, forcément, on commence un petit peu à réfléchir, on s'aperçoit un peu de ce qui se passe dans l'espace public. Et je me suis mis à discuter de ça avec mes amis, hommes et femmes. Alors comme on le dit, comme on l'a vu, les femmes se reconnaissent très très rapidement entre elles et ont toutes des choses à dire. Par contre, les hommes, régulièrement, quand même, c'était « T'es sûr que t'exagères pas un peu ? Non, mais c'était juste de la drague, c'est pas grave. Enfin, tu t'as mal interprété. » Et en fait, je me demande déjà si, avec le mouvement, la MeToo qui a été fait, on a eu pas mal de retours d'hommes qui ont de nouveau été assez agressifs là-dessus. Donc je me demande s'il n'y a pas un vrai problème de gêne, en fait, de se retrouver face à ce qu'ils font et à se dire
bah mince, on s'est fait avoir en gros. Et comment l'expliquer en fait à nos amis, à notre famille, à nos collègues hommes, leur faire comprendre que non, on n'exagère pas, que ça existe, que peut-être que eux s'en aperçoivent pas, peut-être que ils trouvent pas ça grave, mais que ça arrive à tout le monde, à leur mère, à leur sœur, à leur fille, à toutes les femmes qu'ils connaissent. Et j'ai eu des amis qui ne l'ont toujours pas compris, et d'autres où là, ça me revient en tête une anecdote où j'avais un ami qui était avec moi, qui était à Marseille. On avait parlé de ça dans la journée, on va se balader en ville, et à un moment, j'ai pas vu qu'il m'avait laissé prendre de l'avance, donc je marchais toute seule au final, puis je me retourne, je m'aperçois qu'il est plus là, donc j'attends qu'il me rejoigne, et là il me regarde, il fait « Waouh !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il fait bah, ce dont on parlait cet après-midi, là je l'ai vu. Et en fait, ça l'a choqué. Donc lui en a pris conscience. Mais voilà, j'aimerais savoir si les quelques hommes présents dans la salle ont eu l'occasion de discuter. Et vous, comment est-ce que vous faites pour expliquer ça, pour réussir à faire entendre raison ? Alors, je vais peut-être proposer peut-être à Anaïs Bourdet de faire... pas en tant que... Je ne suis pas un homme. Voilà. Mais en tant qu'experte, je pense que c'est quand même des questions dont vous avez l'habitude de discuter. Peut-être si vous avez une réponse rapide sur comment faire prendre conscience. Et puis ensuite, on peut laisser la salle discuter. Il y avait un complément du témoignage juste... on a un complément de témoignage, alors désolé. Alors non, c'est juste un témoignage que j'avais lu d'un acteur qui était habillé en femme dans un film et qui disait qu'à sa grande honte, il avait compris ce que subissaient les femmes, qu'est d'être habillé en femme, je veux dire d'une façon très réaliste. Il disait que son quotidien avec l'équipe de tournage, où il voyait tous les regards concupiscents sur lui, il avait enfin compris comme homme ce que ça pouvait être de subir tout le temps la pression, la rigolade, les blagues, etc. Et il a dit, moi comme homme, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Donc peut-être qu'on pourrait proposer ça. C'est une piste. Anaïs Bourdet, et puis... Moi, la seule phrase qui fonctionne à chaque fois et que je trouve assez problématique en soi, parce qu'elle fait appel à l'homophobie latente de chaque homme, mais qui fonctionne systématiquement, c'est « ne fais pas à une femme ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse en prison ». Souvent, tout d'un coup, se projettent sur une forme justement d'être une proie face à des personnes qui physiquement sont forts, etc. Et donc, il y a ce sentiment du danger qui se ressent. Cette phrase est problématique pour 1000 raisons. Hein. Je dis pas qu'il faut la sortir. Mais moi, je passe ma journée en fait à débattre avec des hommes qui dénigrent complètement, y compris sous des témoignages. Hein. J'en avais encore hier sur un témoignage d'une fille de 14 ans harcelée sexuellement. Il y avait un homme qui me disait « Non, mais ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on puisse plus aborder une femme sans se faire envoyer chier. » Pour une jeune fille de 14 ans. Moi, j'ai plus de patience, j'ai déjà tout donné niveau pédagogie, patience, etc. J'en suis à la phase colère, donc je sais pas. Franchement, j'ai pas de clé là-dessus. J'aimerais pouvoir en donner, mais je n'en ai absolument aucune. Alors, un dernier mot pour... Sur la question des hommes par rapport à ces problèmes d'inégalité femmes-hommes, juste un petit témoignage. Il se trouve qu'au sein du parti politique auquel j'appartiens, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de faire... Qui est le Parti Socialiste. Il m'est arrivé de faire à de nombreuses reprises des contributions ou des pétitions. Et toujours, ça concernait la question de l'égalité femmes-hommes, des violences faites aux femmes, etc. Et encore là, tout récemment. J'ai toujours eu 30% d'hommes signataires, toujours, et convaincus. Et pas parce que leurs filles, leurs femmes, etc., pas du tout, par humanisme, parce qu'ils ont les yeux un peu ouverts et qu'ils voient les choses et qu'ils en parlent. Et ces hommes sont très précieux. Il ne faut jamais oublier que la loi Veil, elle est passée avec une Assemblée nationale qui était faite d'hommes. Et ce combat-là, il faut continuer à le conduire là où nous sommes, dans les groupes auxquels nous appartenons, parce que c'est ça qui va changer les choses. Hein. Je suis un peu à côté de la plaque, mais je voulais dire c'est pas dans le sujet que vous avez évoqué, madame, mais je voulais dire cette chose-là parce qu'elle est vraie. Ce serait le véritable rôle. Moi, souvent, mes amis hommes me disent « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, je dis « Parle à tes potes, déjà. » Parce que s'il y a autant de femmes victimes, c'est qu'il y a au moins autant d'hommes harceleurs et agresseurs. Et ça, on n'en parle jamais. On se concentre systématiquement sur les victimes. On peut chiffrer les victimes, mais on ne peut pas chiffrer le nombre de harceleurs. Sauf que si on est 100% à pouvoir dire qu'on a été harcelé, c'est qu'on a tous et toutes autour de nous des hommes qui harcèlent à un moment ou à un autre. Donc la première chose qu'un homme peut faire, c'est déjà ne pas harceler. C'est pas si évident que ça. Hein.
Et la deuxième, c'est arrêter notamment tes potes quand tu es en soirée et que bourré, on va balancer des réflexions, bourré ou pas d'ailleurs, mais qu'on va faire le malin, harceler, etc. La première chose qu'un homme peut faire, c'est déjà de stopper les autres qui font ça sous ses yeux. Et c'est exactement ce de quoi je voulais parler, c'est ce phénomène de passivité. Parce que les hommes en ligne ou en réponse vont dire « mais non, c'est pas vrai, etc. » Moi, si j'avais été là, ça ne se serait pas du tout passé comme ça, moi je. Sauf que moi j'ai 29 ans, ça fait 17 ans que je me fais harceler dans la rue. Les seules fois où quelqu'un est intervenu, c'était une femme. Même quand je me suis fait menacer de viol dans le RER, c'était une femme qui est intervenue. Et comment on explique ça ? Donc effectivement, les hommes, il y a un gros travail de remise en question, parce qu'effectivement, s'il y a 100% de femmes harcelées, je suis tout à fait d'accord, de notre entourage, même parfois de notre famille, dans nos collègues, il y en a forcément qui ont harcelé. Il y a des hommes qui sont violeurs, mais qui ne sont pas au courant, hein, il faut le dire aussi. Donc comment on explique ? Les hommes, ils sont là, ils font les braves, font des bravades, mais en vrai, moi je vous le dis, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Je pense que déjà il y a un désintérêt déjà pour le sujet, puisqu'on le voit, hein, moi à chaque fois que je fais des conférences, etc., il y a peut-être 15% d'hommes dans la salle, pas plus, ce que je trouve très dommage, parce que je me dis, nous on est entre nous, hein, c'est bon, on le sait déjà qu'on vit du harcèlement, etc., on est déjà convaincus, c'est très dommage. Donc il y a un désintérêt, mais je pense que ceux qui par contre ont un véritable intérêt, une véritable attention sur ce sujet-là, ont des véritables difficultés à identifier les situations très problématiques. Moi, j'ai autour de moi des hommes très bien, hein, qui évidemment ne supportent pas l'idée du harcèlement, etc., mais qui par contre, j'ai pu me retrouver dans le métro avec des amis hommes, voir une situation, intervenir et avoir un homme derrière qui, il s'est passé quoi ? Il y avait une femme qui était en train d'être harcelée sous nos yeux, mais on n'est pas. Les hommes sont peut-être moins aussi attentifs à ces choses-là, du fait que, comme nous le vivons, moi je sais que quand je suis dans le métro, je suis pas alerte constamment non plus, mais dès que je sens qu'il y a un moment de gêne, je vais particulièrement porter mon attention là-dessus, essayer de regarder un peu les signaux, en tout cas que la femme envoie, et je sais que mes amis hommes ont tendance à ne pas faire gaffe à ça dans le métro. Il se pose pas cette question-là. J'avais fait une expérience à une conférence, j'avais demandé, mesdames, pour le coup il y avait autant de femmes que d'hommes, parce que les gens n'étaient pas venus pour moi, ni pour parler de féminisme, donc c'était 50-50. J'avais demandé, mesdames, je m'adresse à vous, qui a déjà été harcelé dans la salle ? Donc là, on avait toutes levé la main. Messieurs, à votre tour, qui parmi vous a déjà été harcelé dans l'espace public ou dans les transports ? Et là, il y a dû avoir 12 personnes sur une salle de 500 places. Ce que ça prouve, c'est qu'en fait, les hommes ne vivent pas et ne grandissent pas avec cette menace. Donc forcément, c'est une des questions qu'ils ne se posent pas, qu'ils n'intègrent pas. Donc nous, on va être beaucoup plus attentifs, puisqu'on a déjà été harcelés, on a déjà été agressés, on a déjà des copines qui ont été harcelées, qui ont été agressées, etc. Nous, on y est attentive. C'est sûr que c'est plus compliqué quand on ne le vit pas d'être attentif. Mais il faut informer, sensibiliser, etc. et donner les clés pour intervenir aussi, dire comment on peut faire pour pas faire mal, parce qu'il y en a qui vont empirer la situation, finalement, hommes comme femmes d'ailleurs. Nous avons une question d'un monsieur. Bonsoir. Moi, quand j'étais au collège, j'ai agressé sexuellement des camarades de classe avec d'autres copains en leur mettant des mains au cul dans les couloirs, à plusieurs. On faisait ça, c'était normal, quoi. Je me rappelle, elle s'appelait Virginie. Pardon, vous m'entendez pas ? Non, je disais, j'ai agressé sexuellement une copine de classe quand j'étais au collège avec d'autres collègues. Je me rappelle encore de son prénom, et en grandissant, je me suis revécu cette scène plusieurs fois en me disant que ce qu'on faisait, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Et du coup, ma question, il n'y a eu aucune intervention dans ma classe, on n'a jamais été repris pour ça, personne ne l'a jamais su, c'était dans les couloirs, il n'y avait pas d'adultes à ce moment-là. Et du coup, quand on a vachement parlé d'éducation ce soir, etc., mais personne n'a parlé d'exemples concrets de comment on faisait maintenant en 2018 là pour. Donc moi j'ai 30 ans, donc je faisais ça quand j'avais 12 ans, donc c'était c'était fin 90 quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comment on discute avec les jeunes garçons qui font encore ça dans le collège ? J'en suis quasiment certain. Parce qu'à mon avis, c'est un peu comme les chiens, qu'on dit quand les chiens sont trop vieux et qu'ils mordent les gens, on dit c'est trop tard, ils n'ont pas été éduqués. Moi c'est un peu ça, quoi. C'est plutôt les jeunes de maintenant là qu'il faut prendre. Du coup, vous continuez à harceler, c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr. Là, j'ai eu la chance d'avoir des gens que j'ai rencontrés, d'avoir des personnes qui m'ont fait réfléchir dans ma vie en grandissant, et voilà. Mais après, je pense que c'est quand même un point maintenant à prendre en compte, c'est plutôt à l'âge, quand on a 10 ans, quand on a 8 ans, quand on est à l'école. Là, vous parliez de la cour de récré, on donnait que l'exemple des garçons qui jouaient au milieu, mais moi
je n'avais jamais entendu parler de ça, mais pour moi, il y a des trucs beaucoup plus violents que juste jouer au milieu dans la cour qui se passe dans les toilettes, dans les trucs, d'aller voir la culotte de la copine. Enfin, c'est des trucs que moi j'ai vécu quand j'étais gamin. Et du coup, ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des gens qui interviennent dans les classes pour en parler? Comment ça? Voilà. C'était une sorte de question générale sur ça. Voilà. Alors, il y a l'éducation des parents. Alors, les mères et pères. Comment les parents élèvent leurs enfants. On est d'accord, mais avant, je veux dire, l'éducation, c'était les femmes qui les faisaient. Et effectivement, c'était normal qu'un petit garçon pas agressif, c'était un futur PD et c'était pas possible. Voilà, donc c'était comme ça. Donc les garçons, on les élevait à être agressifs, on les laissait plus jouer. Les petites filles, fais attention, tu vas te faire mal, ne fais pas ça, ne saute pas, tes cheveux, tu vas te décoiffer. Enfin, moi, j'ai été élevée comme ça par ma mère quand même. Heureusement que j'étais un garçon. Enfin, justement, voilà, comment on peut dire garçon manqué? Moi, je suis juste envie de dire, j'étais une fille super dynamique. Et en fait, on me dit, ouais, donc c'est tout ça qu'il faut changer. Et du coup, moi j'ai eu une fille, et franchement, j'avoue que en fait, je ne voulais pas avoir de garçon parce que je ne savais pas comment j'allais l'élever dans cette société. En me disant, ça va être super compliqué si je l'élève comme je voudrais qu'il soit dans cette société-là. C'est compliqué. Je continue moi à avoir des comportements qui sont, je suis féministe, j'ai souffert de ça, etc. Je passe Noël avec les petits-enfants de mon compagnon. Enfin, il y a 8 cousins et cousines. Je n'arrive pas à offrir des jouets pas genrés. Parce que je me dis, je les vois pas tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, ça va pas le faire. Les parents vont me regarder avec des... Voilà, donc même nous, il faut qu'on change. Je pense, enfin... Voilà. Geneviève Courreau. Oui, je voulais répondre au monsieur qui demandait ce qui se passait dans les collèges. Tout de même, il y a je ne sais pas où ça en est ou ce que fait le département là maintenant, mais je me rappelle une époque où il y avait ce qu'on appelait un PAM, c'est-à-dire un projet d'action qui était des actions éducatives qui étaient portées par le département en direction des collèges et auxquelles collaboraient les associations, les grosses associations, dont le planning familial, et qui allaient dans les collèges là où, mais il fallait que les collèges soient demandeurs, et c'est bien ça le problème de la jonction entre la politique éducative que veut conduire l'instance politique qui est le département par exemple et le pilotage de l'établissement scolaire. Si l'établissement scolaire ne demande pas d'action éducative dans son collège, eh bien, il n'y en a pas. Et il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas, quoi. Et c'est vachement dommage parce que le planning familial, pour parler de lui, je sais très bien ce qu'il faisait puisque j'y ai assisté. Il faisait du théâtre forum, il faisait des séances qui étaient formidables. Et les enfants étaient emportés dans ce mouvement-là et dans cette conviction de la nécessaire égalité entre les filles et les garçons. Et je vous réponds mal, mais je vous renvoie à l'image de comment ça se passe effectivement au niveau de notre ville et au niveau de notre département. Vous avez comme une incohérence entre deux autorités qui sont d'un côté l'éducation nationale et de l'autre côté le département. Alexandra Louis. Oui, alors c'est un sujet qui est extrêmement important. Et j'ai eu de nombreux témoignages lors de la préparation des débats à l'Assemblée parlementaire sur la problématique du harcèlement et des agressions sexuelles dans les collèges, dans les lycées, parfois même dans les écoles primaires, il faut le dire. Il y a deux aspects à ça. D'abord, le premier, c'est l'information, la sensibilisation à ces questions. Dans le Code social de l'action et des familles, il y a des journées qui sont prévues d'éducation sur la sexualité, sur l'égalité homme-femme, c'est déjà prévu. La mise en œuvre, elle est parfois très compliquée. D'abord, ce qu'a soulevé Geneviève à juste titre, il y a également une autre problématique, c'est que parfois les parents qui sont très souvent informés de ces journées-là, il y a des parents qui refusent que leurs enfants assistent à ces sessions-là. Et ça, c'est révélateur quand même d'un problème sociétal. Quand je vous disais tout à l'heure que ces questions-là, c'est de la responsabilité de chacun, c'est vrai, et ça prouve bien que là, la loi, finalement, ne suffit pas à régler un problème qui est pourtant fondamental, qui relève de l'éducation à l'école. Donc il y a évidemment le rôle des familles, mais je crois que tout le monde doit se mettre, c'est-à-dire dans le monde associatif, par exemple dans les centres sociaux qui reçoivent des enfants, je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises par des associations qui sont extrêmement intéressantes, justement de ne pas cibler forcément que l'école, mais aussi de trouver d'autres
l'espace pour parler de ces questions-là, parce que c'est une vraie problématique. Et pour revenir sur la prise en compte des violences, mais je me suis rendu compte, et je crois que j'ai pris vraiment conscience de l'ampleur du phénomène en préparant ces débats, en toute honnêteté, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se trouvent démunis face à ces situations, qui ne savent pas comment réagir, qui ne savent pas parfois faire la part des choses entre le vrai et le faux, ce qui relève de l'exagération, ce qui n'en est pas. Ils sont parfois très démunis parce que peut-être pas assez accompagnés. Et je crois que c'est en ce sens-là que nous devons les accompagner pour les aider à repérer les situations. Parce qu'on parlait de la formation des policiers, mais les enseignants sont quand même très souvent confrontés à ces problématiques-là, problématiques d'égalité, problématiques de violence. C'est pas facile de réagir, c'est-à-dire qu'ils sont en première ligne, mais en même temps, bien pouvoir agir pour faire la part, parce que des fois, il peut y avoir aussi des malentendus, il peut aussi y avoir des situations très graves. Donc il faut en tout cas accompagner les initiatives qui sont prises notamment par certaines associations pour mettre en place, je dirais, un process pour faire remonter ces problématiques de violence. Mais ça reste un sujet très complexe. Ah, pardon. Tu m'entends ? Non, alors moi je voudrais aussi. Il y a une question d'argent. Il est vrai, il y a des fonds qui ont été débloqués par Marlène Schiappa justement pour ces campagnes de sensibilisation. Je n'ai pas les chiffres en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pourrais vous les communiquer en tout cas si vous le souhaitez. Donc il y a les campagnes qui sont importantes, mais je crois qu'il faut être très clair sur ce sujet-là, c'est que le politique ne peut pas tout, et je crois que c'est vraiment de la responsabilité de chacun. Peut énormément, mais pas seul. Je crois que... Je vous invite à voir le 5e plan de mobilisation qui est intéressant de ce point de vue-là. Alors, si vous voulez faire le débat des contrats aidés, moi je veux bien, mais je suis pas sûre qu'on a encore le temps. Moi, je crois que les contrats aidés, c'est pas ça qui réglera le problème des violences dans les collèges. En effet, on n'aura pas le temps de faire le débat des contrats aidés des moyens, qui est un débat en soi. Moi, je voudrais juste dire que peut-être, je veux dire, justement, ça fait des centaines et des millions d'années qu'on voit les femmes comme qui ont quelque chose en moins, d'accord ? Les hommes, ils ont un pénis et nous, soi-disant, on n'a rien. Et là, en fait, les dernières découvertes, ce qui est grave quand même, c'est qu'effectivement, on a nous aussi un appareil, enfin un pénis, à part qu'il n'est pas dehors, mais dedans. Et que si on commençait déjà à élever tout le monde à dire que nous, il nous manque rien du tout, qu'on est effectivement juste égalitaire, mais que c'est pas le même organe. Qu'on commence comme ça déjà. Parce qu'en fait, le souci, c'est que dans l'imaginaire, les femmes, on a un truc en moins. Ce qui n'est pas vrai. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que nous, on a un super pouvoir, je pense, qui complexe pas mal de monde. Hein. Aussi, et parce qu'on a un super pouvoir, du coup, on essaie de nous enlever quelque chose. Et alors qu'on l'a. Donc voilà. Aussi. Alors, on a une main qui se lève de nouveau là-bas. Non, pour reparler pour reconcentrer la question sur l'éducation dans les collèges, vous me répondez que par l'associatif, moi je suis désolé, j'ai eu 2 cours d'éducation sexuelle en 4 ans au collège, et on était supposé avoir des cours d'éducation civique faits par le prof d'histoire qui nous dit bon, on s'en fout, on a un trop gros programme, on va pas faire d'éducation civique. Je sais pas, il n'y a pas besoin d'association, quoi. Il suffit d'avoir des profs qui on oblige de dire ça dans les cours, quoi. Juste moi, en une heure, vous m'auriez dit ça au collège une fois que c'était pas normal de toucher le cul de sa camarade, ça m'aurait marqué, je pense. Mais on me l'a jamais dit. Ouais, mais bon, enfin. Ouais, mais du coup, pourquoi on n'en parle pas ? C'est juste ça, moi. Du coup, vous me dites que c'est des associations, dans certains cas, qui vont intervenir et que c'est les collèges qui doivent demander le truc, mais il ne faut pas que ce soit... Écoutez, excusez-moi, puisque vous m'interpellez, je vais vous répondre et ça va être très clair. En 1973, quand la loi de je ne sais plus quel ministre tout d'un coup, a autorisé les séances d'éducation à la sexualité au collège, j'étais prof dans un collège et avec 2 collègues, nous avons monté les séances d'éducation à la sexualité, en particulier dans des classes de 5e qui n'étaient pas mixtes, dans lesquelles il n'y avait que des petits garçons. Et les petits garçons passaient leur temps à s'insulter. Et il y avait une homophobie effroyable qui régnait dans ces classes. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait ces séances-là. Qu'est-ce qu'on a appris là ? C'est que très souvent, on a été en situation extrêmement délicate nous-mêmes. Et deuxièmement, c'est que ça s'apprend.
C'est pas des profs comme ça qui peuvent faire ce type de travail auprès des enfants. Les gens qui vont intervenir et qui sont du milieu associatif, ce sont des gens, ne vous y trompez pas, qui eux-mêmes ont suivi des formations professionnalisantes. Quand vous êtes formé pour recevoir du public au planning familial ou dans d'autres associations, vous avez passé de très nombreuses heures à apprendre comment ça se passe. Je vous garantis que si vous êtes balancé dans une classe de 5e pour faire une séance d'éducation à la sexualité, on en reparlera tous les deux, mais vous verrez comment c'est. Donc, confions ce travail à des gens qui sont des professionnels et qui savent le faire. Je rigole pas là-dessus, hein. Ça me paraît très très sérieux ce que je dis là. Non, mais je veux dire, moi je veux bien vous dire ça, mais les profs, on les forme. Pourquoi ils sont formés toute la vie? Ils peuvent très bien avoir un responsable dans chaque collège qui fait et qui a justement des heures pour apprendre à faire ça. Oui, ça existe. Bah, oui, bah, j'imagine. Non, mais moi je pose des questions naïvement parce que j'en sais rien. Mais voilà. Moi, je voudrais juste rappeler, parce que je suis d'accord qu'il faudrait qu'au sein, il y a plein de structures différentes dans lesquelles de toute façon l'éducation et l'égalité doivent se faire, et pas seulement l'éducation nationale. Mais en tout cas, à l'éducation nationale, je veux juste rappeler que plus récemment, il y a eu un projet qui a été monté qui s'appelait les ABC de l'égalité, du temps de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, du temps du ministère des droits des femmes, donc, et qu'on s'est fait littéralement rouler dessus par des résistances très fortes, et pour ne pas les nommer, les manifs pour tous, le droit de conservatrice, etc. Donc qui ont vraiment littéralement résisté à du coup l'intégration de cours, etc. dans l'éducation nationale. Donc moi je suis complètement d'accord, il faut que ça s'intègre. Simplement, à l'heure actuelle, à chaque fois qu'on essaie de le faire, c'est ultra compliqué et ça ne devrait pas l'être. On ne devrait pas se faire rouler dessus par des gens comme ça, mais en l'occurrence, sur ces ABC de l'égalité, il y avait des choses très intéressantes qui étaient amenées, et ça a complètement disparu de notre champ visuel. Alexandra Louis, vous vouliez dire quelque chose peut-être sur la question des moyens alloués aux associations quand même, sans faire le débat contre-aidé, mais puisque ça revient quand même. Non, mais... Quelle garantie là? On a une loi qui pose des sanctions. Oui, c'est vrai que la loi, pour être très claire, n'est vraiment un volet pénal. C'est vraiment, je le répète, c'est vraiment une pierre à l'édifice. Il n'empêche qu'il y a le 5e plan de mobilisation, et notamment il y a des annonces qui ont été faites par Marlène Schiappa, et il y en aura certainement d'autres, parce que ce volet prévention, et nous-mêmes parlementaires, on a beaucoup insisté là-dessus. Moi, j'étais la première à poser la question à Marlène Schiappa, qu'il est évident que faire une loi de la répression, c'est bien, il la faut, mais que l'engagement, en tout cas en matière de prévention, d'éducation et de formation, il est absolument nécessaire. Je crois, et je suis persuadée, que justement, notamment sur les journées d'information dans les collèges, dans les lycées, de manière plus générale dans les écoles, mais également les campagnes nationales qu'il faut. Par exemple, on a des campagnes en matière de sécurité routière, il en faut également en matière de violences sexistes et sexuelles. Ces campagnes, elles sont prévues, l'accompagnement des associations qui font encore là, il faut le dire, un travail exceptionnel. Les moyens sont justement maintenus pour la plupart des associations qui justement ont fait preuve, en tout cas, de leur efficacité dans le passé. Non, mais c'est une réalité, après vous pourrez regarder. Mais je crois justement que de toute manière, aucune politique en la matière ne peut se faire sans les associations qui ont un savoir-faire, et vous avez raison Geneviève, ont un savoir-faire qui est exceptionnel, et on ne peut pas demander à des enseignants parce que c'est plus difficile. Il y a vraiment des professionnels. Je pense qu'il y a certaines interventions qui demandent un savoir-faire particulier et une formation aussi particulière. Mais elles sont obligatoires, elles sont déjà obligatoires par la loi. C'est dans la loi. Et là, honnêtement, on a des réticences qui dépassent le problème des moyens ou de la loi, parce que là, pour le coup, ça existe. On a des réticences, des fois, qui viennent... Oui, mais ça prend du temps et parfois c'est pas si facile. La politique fait son chemin, elle se construit avec les gens qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien ça, et ce sont les premières à le dire que c'est pas facile. Moi, quand je vous dis que dans certaines écoles, il y a des parents qui refusent, que vous avez presque une classe absente parce que vous avez justement une de ces sessions qui est organisée, oui, la politique peut faire des choses, mais c'est pas si simple. Donc les réponses, nous essayons de les construire avec les gens qui sont sur le terrain et qui le connaissent le mieux. Et ce sont très souvent les associations aussi de parents d'élèves qui jouent un rôle important
important en la matière parce qu'on l'a pas assez dit, mais je crois que l'école est aussi le lieu des parents et l'implication des parents dans ce type de problématique, il est fondamental. Il y a un lien à faire école, famille et société. Il y a vraiment ce lien à créer. On est sur un sujet qui est complexe et on n'a pas, si vous voulez, il ne suffit pas de voter une loi, il ne suffit pas d'exiger quelque chose pour que ça marche. Il faut générer une adhésion et ça prend du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber. Je crois justement qu'il faut renforcer les politiques au maximum pour sensibiliser, éduquer. Mais ce n'est pas simple. Ah oui, je peux en témoigner si vous voulez. Mais partout, il n'y a aucune sphère de la société, mais vraiment qui est épargnée par le phénomène. Je crois qu'il faut être honnête là-dessus. Ça touche toutes les classes sociales, ça touche tous les milieux, ça touche l'entreprise, les sphères politiques, le cinéma. Je crois qu'il n'y a aucun, je ne crois pas connaître un lieu où c'est exclu. Ou alors je me trompe et dites-le moi et j'irai voir de suite comment ça se passe. Il y en a partout. Je vous propose de clore cette séance de questions. J'imagine sans aucun mal que les questions et les échanges... Parce qu'il y a quand même des pays, par exemple en Norvège, où ils ont imposé des lois et où il y a des changements au niveau justement de l'éducation ou même du congé paternité, parce que là Macron qui s'est quand même dédié par rapport au congé parental, et où, au niveau de l'Europe, où il fait un pas en arrière par rapport à justement ce qu'il avait dit, l'égalité femmes-hommes, où c'était le quinquennat, et là sur le partage du congé parental. C'est toutes ces petites choses qui font que c'est la loi. C'est d'imposer aussi des choses par la loi, et ça c'est un courage du politique. Et quand on dit le politique il a pas les moyens, moi je pense qu'il a beaucoup plus il a énormément de moyens, et moi vous êtes En Marche, donc En Marche, demandez aussi à Macron pourquoi il recule sur justement cette question-là. Pardon, une dernière question là comme ça. Je peux peut-être déjà répondre comme ça et après qu'on passe à l'autre question. Ça sera plus simple, ça me permettra de répondre directement, c'est plus vivant. D'abord, vous évoquez l'exemple de la Norvège. Moi, j'étais pendant 3 jours avec le Conseil de l'Europe, j'étais en Islande. Pour parler de divers sujets qui ont trait aux droits de l'homme et à la défense des droits et libertés fondamentales. Et le sujet de l'égalité a été posé. Alors l'Islande, je pense, est plutôt très lié, un modèle qui est assez similaire à la Norvège, mais je ne le connais pas dans les détails. Et en tout cas, ils ont des politiques très fortes en la matière. Et finalement, on se rend compte, en comparant ce qui est fait en France, ce qui est fait ailleurs, qu'ils ont toujours cette problématique. C'est-à-dire, moi, j'ai discuté avec des parlementaires pendant des heures sur le sujet, ils disent « Nous n'avons pas résolu le problème. Nous n'avons pas résolu le problème. Nous avons fait des lois, oui. Les lois ont et doivent exister. Moi, je ne vous dis pas tout à l'heure que le politique ne peut rien ou ne doit rien. Je vous dis le politique doit faire le maximum, mais je dis que la loi ne suffit parfois pas, et que la prise de conscience collective, il y a des tas de lois, vous pouvez ouvrir tous les codes, le code pénal, le code civil, il y a des tas de lois qui ne seront jamais appliquées. Il faut, au-delà de la loi, avoir des politiques, oui, mais il faut aussi une adhésion à un moment donné. C'est-à-dire que la politique, elle se construit avec les citoyens, elle ne se construit pas contre eux. Et ça, c'est important de le dire. Donc il faut avoir... Oui, non, mais c'est vrai. C'est que trop souvent, moi, c'est ma vision... ça fait pas si longtemps que je fais de la politique, et c'est quelque chose qui est pour moi révélateur. C'est que parfois, on attend beaucoup de la loi, mais je crois que la loi ne suffit pas. Et que c'est une... Ah oui, non, mais je suis très contente, moi, de vous parler. Au contraire, je pense que c'est la meilleure partie de l'exercice de mon mandat, c'est quand je peux discuter directement et d'avoir ce type de discussion, parce que c'est ça qui fait avancer le débat. Vous me dites qu'on a reculé, je ne suis pas d'accord avec vous, mais on en discute. Et au fruit de cette discussion, je ressortirai de cette salle, et j'aurai déjà beaucoup d'informations que vous m'avez données, beaucoup de sujets. C'est ça qui nourrit le travail parlementaire, c'est ça qui est fondamental. On ne sait pas tout, moi je ne sais pas tout, je ne connais pas tout sur tout, et je crois justement que les rencontres avec les associations, que les rencontres avec les citoyens nous permettent justement de construire des politiques. Vous parlez d'un recul, moi je ne crois pas qu'il y ait de recul justement, je crois que les politiques elles se construisent. Là c'était justement cette première loi, c'est une première pierre à l'édifice, il y en aura d'autres. Je crois même que plus largement sur les questions d'égalité, sur tous les projets de loi, doivent intégrer la dimension égalité. Égalité homme-femme, mais aussi égalité, je dirais, entre tous les citoyens, parce qu'on a évoqué les autres sortes de discrimination, et vous avez raison, je crois qu'il faut également les prendre en compte, parce que c'est également un enjeu démocratique. Je ne reviens pas du Conseil de l'Europe pour rien, parce qu'on en a énormément parlé. Ce sont des questions qui auront de plus en plus d'importance, et on s'en rend compte qu'elles sont de plus en plus prégnantes aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas en faire l'impasse. Mais je le répète encore,
Régler ces questions-là, on ne les réglera pas juste en votant un projet de loi. Ça serait illusoire de penser ça. Je pense qu'il faut convaincre. Mais bien sûr que c'est important, la loi. Je ne vous dis pas que la loi n'est pas importante. Je dis la loi, c'est le premier jalon. Mais ensuite, il faut qu'il y ait derrière une volonté, il faut faire adhérer, il faut convaincre. Il ne suffit pas de voter une loi. Moi, je suis prête sur certaines lois à aller convaincre, à continuer, à parler à tous ceux qui le voudront bien. C'est ça aussi la politique. C'est pas simplement voter des lois ou débattre dans un hémicycle. Ça serait tellement si simple. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui fait aussi l'intérêt de cette mission. La dernière intervention qui... Je vois que madame avait renoncé à la poser. Bon, alors, donc, on va... Non, ouais. Si c'est la dernière, ça va, parce que c'est juste une petite anecdote pour faire sourire un peu tout le monde. C'est un peu crispé, là. Je viens d'Ouganda, et en Ouganda, tous les ans, le jour de la femme, les policiers défilent dans les rues de Kampala, la capitale, habillés en mini-jupe, maquillés et avec des hauts talons. Donc, on peut se quitter sur cette anecdote qui va faire parler, je n'en doute pas. Merci à tous d'avoir été présents. Une toute petite intervention. Dans le parcours qui a été le mien autour de cette question d'égalité femmes-hommes, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le combat pour la parité et la mise en place de la parité en politique. Moi, j'avais été élue avant les lois dites sur la parité, je peux dire presque à l'insu de mon plein gré. Et vraiment, une des choses dont je suis le plus contente, c'est d'avoir participé à cette épopée, parce que ça a été très dur. Et vraiment, je suis fière quand je suis avec des femmes élues, je les regarde, j'ai l'impression que c'est un peu mes bébés. Et c'est les bébés d'autres aussi, mais Alexandra Louis, vraiment, je suis très contente que vous travaillez comme ça sur des sujets qui sont très très difficiles, et je sais que la place des femmes en politique, ça a changé considérablement les choses, que depuis le temps où De Gaulle disait qu'est-ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles veulent un ministère du tricot, on a su montrer ce qu'on était capable de faire. Voilà, c'était juste ça ce que je voulais dire. Donc, merci à vous trois d'avoir participé à ce débat riche. Merci à vous d'être restés, d'avoir participé. On se retrouve donc dans l'entrée où vous pouvez voir les linogravures de Anaïs Bourdet. Linogravure, on est d'accord, elle est disponible pour en parler avec vous. Vous avez le bar à abonnement si vous souhaitez vous renseigner sur Mars Actu, et puis le bar tout court. Merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée.